Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au jury du dimanche qui a la particularité d'être diffusé au lendemain de la fête de l'indépendance du Sénégal. Autre particularité, ce n'est pas habituel, nous recevons le directeur de la sécurité publique, commissaire Abdoul Wahab Sall. Il est commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle. Bonjour, mon commissaire. Bonjour, M. Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. 4 avril 2020, c'était hier, une fête de l'indépendance marquée par le coronavirus. Le Sénégal avait pourtant prévu de célébrer en grande pompe ses 60 ans d'accession à la souveraineté internationale. Une séquence temporelle symbolique à l'arrivée, juste une cérémonie de levée de couleur au Palais de la République pour se protéger contre la pandémie du Covid-19 en lieu et place de la grande parade civile et militaire traditionnelle. Le Sénégal est sous état d'urgence, assorti de couvre-feu. Le contexte est tellement dominé par la grave maladie partie de la Chine qu'on a tendance à oublier les autres défis et enjeux sécuritaires. La criminalité, la menace terroriste, la relation entre les forces de défense et de sécurité et les citoyens, les droits de l'homme sont autant de préoccupations qui interpelle l'invité du jury du dimanche. Nous recevons donc le directeur de la sécurité publique, commissaire Abdoul Wahab Sall, qui a bien voulu accepter notre invitation. C'est le lieu de remercier également le DGPN, le directeur général de la police nationale, Ousmane Sy, pour sa disponibilité. C'est pour ces raisons que vous êtes là, commissaire. La fête de l'indépendance a finalement été marquée par une levée de couleurs sobre et symbolique au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État. Dans le jargon policier, on parlerait peut-être de repli stratégique pour mieux sauter la prochaine fois. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour avoir bien voulu m'inviter à cette prestigieuse émission. Je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir mis en place cet outil, qui est un outil médiatique extrêmement important pour l'ensemble du peuple sénégalais. Je voudrais vraiment vous féliciter pour votre engagement dans le monde médiatique, également votre perspicacité dans le choix des thèmes. Je vous suis depuis quand même des années et je voudrais vraiment vous féliciter, vous remercier, féliciter l'ensemble de votre équipe et vous souhaiter vraiment une très bonne continuation et plein succès par rapport à cet important outil que vous avez ouvert. Merci beaucoup. Je voudrais également remercier l'ensemble des autorités politiques, le ministre de l'Intérieur, remercier le directeur général de la police nationale pour avoir bien voulu accepter de m'envoyer à cette importante émission. Donc je me mets à votre disposition pour l'ensemble des questions, des thématiques que vous avez soulevées tantôt. Je voudrais simplement dire que c'est une cérémonie qui a été symbolique. Cette année, c'est vrai que c'est 60 ans de notre indépendance. 60 ans, dans le jargon des fonctionnaires, c'est l'âge de la retraite pour certaines catégories de fonctionnaires. Pour d'autres catégories de fonctionnaires, c'est l'âge de l'apogée dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Donc c'est vraiment une étape extrêmement importante dans la vie d'une nation. Et comment vous avez vécu cette journée du 4 avril avec sa particularité? Je suis très ravi que ça se soit déroulé ainsi, que M. le Président de la République ait accepté de l'organiser dans ces conditions. Ça montre encore une fois qu'il donne l'exemple par rapport au respect des directives que lui-même il a eu à formuler bien avant l'état d'urgence. Donc les directives consistant entre autres à interdire les rassemblements et interdictions. Donc lui-même a donné donc le bon exemple pour éviter qu'il y ait des rassemblements, en tout cas qui pourraient contribuer à la propagation de l'épidémie. Je crois que c'est hautement symbolique. C'est également un exemple qu'il donne à l'ensemble des Sénégalais par rapport à la nécessité de respecter cette directive présidentielle et également cette mesure qui est également partie intégrante des mesures de sûreté, des mesures restrictives qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence et également du couvre-feu. Je crois que c'est hautement symbolique. C'est également un bon exemple pour l'ensemble du peuple sénégalais. Dans son message à la nation le 3 avril, le président a renouvelé son engagement, a renforcé les moyens des forces de défense et de sécurité, mais il a également réitéré un autre appel
l'appel à davantage faire preuve de professionnalisme et de compétence. Quel entendement vous avez de ce message du chef de l'État? Je crois que c'est la énième fois qu'on entend M. le Président de la République féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur engagement et leur professionnalisme, surtout par rapport au respect des directives que lui-même il a eu à mettre en place, également au décret portant état d'urgence, également aux autres arrêtés, qui sont des arrêtés subséquents, parce qu'après le décret du Monsieur le Président de la République instaurant l'état d'urgence, il y a eu aussi le décret, l'arrêté du Monsieur le Ministre de l'Intérieur, portant interdiction de circulation temporaire, également les arrêtés qui ont été pris par Monsieur le Ministre des Transports terrestres, du désenclavement et des infrastructures, allant dans le sens de mieux réguler le transport et même d'interdire le transport interurbain et également de mettre en place un certain nombre de mesures d'accompagnement en relation avec les acteurs du transport pour quand même interdire les rassemblements, interdire les surnombres de passagers qui sont de nature à propager le virus. Donc, M. le Président de la République s'est toujours réjoui de cet engagement des forces de défense et de sécurité et a toujours réitéré sa volonté de renforcer les moyens logistiques et humains. Je crois que les moyens logistiques ont été renforcés considérablement ces dernières années. Les moyens humains aussi, comme vous le savez, au niveau de la police nationale, les effectifs même sont passés du simple au double. Vous regardez, l'ensemble des commissariats de police du Sénégal ont été renforcés, donc vraiment d'un volume assez important. Donc c'est un engagement qui a été pris et qui a été respecté. Dans le domaine de la modernisation aussi de nos équipements, dans le domaine de la modernisation de nos systèmes d'information, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, certainement on y reviendra, beaucoup d'efforts ont été faits. Oui. Certains engagements ont été pris et ont été mis en œuvre. Oui. Et aujourd'hui, si vous regardez les commissariats de police, vous regardez les autres structures de sécurité, vous vous rendez compte quand même qu'il y a un bond en avant qui a été largement fait dans le domaine de la sécurisation des personnes et des biens. Alors, commissaire Abdoul Wahab Sall, bien sûr, directeur de la sécurité publique, on se rend compte que l'enjeu sanitaire et l'enjeu sécuritaire ne font plus qu'un pour éviter la propagation de la maladie du Covid-19. Quel est le dispositif de sécurité qui est mis en place au plan national aujourd'hui? Vous avez parfaitement raison. Maintenant, les deux enjeux font un. De toute façon, ils sont difficilement dissociables. Et le Sénégal n'est pas à sa première expérience en cette matière précise. Vous avez eu la gestion de l'épidémie Ebola, où santé et sécurité faisaient une seule entité. Oui. Donc il y avait le dispositif actuel existait. Oui. Donc le Comité national de gestion des épidémies, le plan national de riposte, la coordination des patrouilles, l'échange d'informations entre les services sanitaires et les services de sécurité. Cette symbiose qui a existé, cette osmose, j'allais dire, qui a existé entre services de sécurité et services sanitaires, aujourd'hui, on est en train encore de revivre cette symbiose-là dans le cadre du même dispositif qui a été reconduit par les plus hautes autorités. Et la différence entre la gestion de l'épidémie Ebola et cette gestion-là, c'est fondamentalement les mesures exceptionnelles qui ont été prises. Oui. Donc l'état d'urgence. L'état d'urgence et le couvre-feu. Et cet état d'urgence, cet état d'urgence est prévu dans les textes. Oui. Parce que quand il y a calamité publique ou bien menace de calamité publique, il y a toujours possibilité pour la plus haute autorité de prendre des mesures exceptionnelles, donc pour renforcer alors les pouvoirs des autorités administratives, afin quand même d'endiguer donc le phénomène. C'est prévu et aujourd'hui ça fait bon ménage. Et ce qui change simplement, c'est les mesures exceptionnelles qui sont appliquées au-delà de l'état d'urgence, donc le couvre-feu. Ce sont des mesures exceptionnelles, restrictives de liberté, surtout la liberté d'aller et de venir. Oui, c'était ma question. À quoi cela se traduit concrètement sur le terrain, quoi? Concrètement, fondamentalement, c'est la liberté d'aller et de venir. Fondamentalement. Surtout des personnes. Bon, durant le jour, concernant le couvre-feu, de 18h, de 20h à 6h du matin, la liberté de circulation des personnes est considérablement réduite. Ce qui est permis, c'est la circulation des marchandises, ce qui paraît normal. Pour les personnes,
il n'y a que certaines catégories de personnes qui sont autorisées à circuler. Les personnes qui sont énumérées dans l'arrêté de M. le ministre de l'Intérieur, qui est un arrêté subséquent au décret de M. le Président de la République. Ça concerne certaines catégories comme les médecins, les agents de santé en général, des dérogations pour les médias, les membres du média, des dérogations également pour d'autres personnels. Ça peut être les sociétés de gardiennage, etc., etc. Au-delà de ces dérogations qui sont prévues dans l'arrêté de M. le ministre de l'Intérieur, il y a des dérogations qui sont des dérogations accordées exceptionnellement par les autorités administratives. Quand il y a une nécessité qui s'impose par rapport à un décès, à un déplacement, en tout cas qui est vraiment nécessaire, le préfet ou le gouverneur est habilité, sur délégation de M. le ministre de l'Intérieur, à donner une autorisation temporaire de circuler à une personne bien déterminée pour aller de région à région ou en tout cas d'une agglomération à une autre. À part ces dérogations qui sont laissées à l'appréciation des autorités administratives et ces dérogations qui sont limitativement énumérées dans l'arrêté de M. le ministre de l'Intérieur, toute circulation de personnes quand même n'est pas autorisée, notamment à l'heure du couvre-feu. Oui. Une période de restriction quelque part des libertés, mais avec presque ce sentiment humain, cette tendance presque humaine de l'être humain, il faut le dire, à la liberté. Il y a eu au début une incompréhension et même des scènes de violence auxquelles nous avons assisté. Comment vous l'expliquez? Bon, c'est vrai que quand ces scènes ont été montrées au niveau des réseaux sociaux, ça fait quand même la une des journaux, le lendemain, je crois, même pendant 48 heures. Ce sont des actions isolées. Je crois que c'est des actions que l'autorité a eu à déplorer. Donc vous avez suivi le communiqué de M. le ministre de l'Intérieur, de M. le directeur de la police nationale, pour déplorer d'abord des comportements qui sont des comportements déviants, qui ne sont pas des comportements qui sont recommandés aux agents, à qui on demande vraiment d'agir avec intelligence et tact, de regarder l'esprit et la lettre des textes, d'agir avec discernement. C'est le discours qui est porté vis-à-vis des gens dans le cadre soit des notes d'orientation dès le début de la crise sanitaire, soit dans le cadre de briefings qui sont faits par les chefs de services départementaux ou régionaux à l'endroit de ces agents-là quotidiennement. Donc il y a un travail qui est fait de sensibilisation. C'est des actes qui ont été déplorés, qui ont été condamnés par l'autorité. Et l'autorité a profité de cette occasion même à l'époque pour amener les Sénégalais à adhérer davantage à ces mesures exceptionnelles-là, qui sont des mesures exceptionnelles qui tendent exclusivement à réduire, en tout cas, le rythme de propagation du Covid-19. Et aujourd'hui, je crois que vous vous rendez compte que sur le terrain même, que surtout des aspects humanitaires même de l'action de la police, on vous a rapporté certainement beaucoup de situations dans lesquelles les policiers sont venus en aide à des individus en détresse, notamment des femmes enceintes, étaient presque à terme, dont les grossesses étaient presque à terme. Ça, c'est le cas à Basse-Ndao, à Touba, un peu partout. On a eu beaucoup de cas où nos agents ont eu à assister des femmes qui étaient en état de détresse. Une police qui a un visage humain. Une police qui a... Et ça, c'est la tendance dans tout État, où il y a des traditions démocratiques, un État de droit. Le Sénégal, c'est un pays avec des traditions démocratiques, où la police a toujours agi donc, dans ce contexte de démocratie, d'État de droit. Donc les policiers sont formés par rapport à ça. Si vous voulez, vous allez à l'école de police, la formation tient beaucoup compte du respect des droits de l'homme, des droits humains en général, du respect des libertés fondamentales, des libertés individuelles, des libertés collectives. On enseigne la police administrative, les libertés individuelles et collectives à l'école de police, sous forme de formation initiale, mais également sous forme de formation continue. Et il y a une sensibilisation aussi qui est faite donc, régulièrement vis-à-vis des agents pour le respect de ces libertés et de ces droits. Et la tendance dans un État de droit, c'est l'humanisation. Chez le juge, on a l'humanisation de la peine.
Il y a les circonstances atténuantes, il y a les excuses légales, etc. Et au niveau de la police, en tant qu'agent de police administrative ou agent enquêteur par rapport à la police judiciaire, également les aspects liés au respect des droits de l'homme, aux libertés publiques également sont pris en compte. Comment justifiez-vous alors ces dénonciations régulières des défenseurs des droits de l'homme qui pensent que notre police n'est pas assez respectueuse justement des droits de l'homme? Bon, je crois qu'il faut peut-être leur concéder le droit de réponse ou de riposte. Ils font le travail. Le jour, ils font le travail et on est dans un État démocratique où la liberté d'opinion et d'expression est reconnue, où chacun s'organise comme il l'entend, dans le respect des lois et des règlements. Il arrive de dénoncer des choses, mais je crois que si vous regardez la réalité du terrain, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en termes de respect des droits de l'homme, de respect des libertés. Et à chaque fois qu'il y a un dérapage dans ce domaine-là, l'autorité politique ou l'autorité de police, l'autorité, monsieur le directeur général de la police nationale, l'ensemble des démembrements, n'hésite pas à condamner et à apporter également les sanctions le cas échéant. Justement, est-ce qu'il y a eu des sanctions sur le cas précis du premier jour du couvre-feu? Vous avez vu à travers même le... Oui, il y a un communiqué. Mais... Un communiqué, il y a des sanctions. Quelles sont ces sanctions? Généralement, quand il y a des situations comme ça, c'est des sanctions disciplinaires. Oui. On a un statut qui date de 2009, avec son décret d'application qui date de 2009, qui prévoit, selon en tout cas les catégories de personnel qui sont dans la police nationale, qui prévoit donc des sanctions appropriées en fonction en tout cas de la faute qui a été commise. Cela renvoie, sanctions disciplinaires, cela renvoie à quoi? Ça peut être ce qu'on appelle une salle de police, ça peut être une cellule comme au camp Abidjassé. On a dans les camps, que ce soit l'armée, la gendarmerie ou la police, on a des camps où on met quelqu'un pendant 10 jours. Parfois, il y a la possibilité de prolonger 20 autres jours. Parfois, c'est suivi également de conseils d'enquête. Et quand il y a conseil d'enquête, il y a plusieurs types de sanctions. Ça peut être un abaissement d'échelon, ça peut être une radiation, ça peut être des sanctions intermédiaires. Et ces éléments-là ont... En tout cas, ils ont fait l'objet au moins de mesures disciplinaires au départ. Au moins, la première catégorie de sanctions leur a été appliquée. Alors, question d'un citoyen du nom de Salou Diouf sur Facebook. Quelle est votre opinion sur les maltraitances policières filmées et mises sur les réseaux sociaux? On en parlait tout à l'heure. Alors qu'on avait plutôt l'habitude de voir des malfrats à la télévision, visage au mur, pour qu'on ne les reconnaisse pas. C'est sa question, sa préoccupation. C'est que ça ait fait l'objet de partage sur les réseaux sociaux, des images de scènes de violence. Moi, ma conviction, c'est que les Sénégalais doivent globalement savoir raison garder sur certaines situations. C'est vrai qu'il arrive qu'on jette en pâture policiers ou les agents des forces de l'ordre. Je crois qu'aujourd'hui... Est-ce que vous l'intégrez aujourd'hui aussi, ce phénomène des réseaux sociaux? On l'intègre et je crois qu'on a des services spéciaux qui sont chargés de surveiller, de contrôler ce qui se fait et puis ça nous permet d'avoir une orientation par rapport à notre stratégie sécuritaire. C'est extrêmement important. On est dans une démocratie. Par rapport à votre exposition. Oui, c'est vrai que... Certaines images aussi peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux et devenir virales. Est-ce que cela ne veut pas dire que le policier doit également faire davantage attention à son comportement? Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord que ça doit pousser. Oui. Mais ça ne doit pas être la vraie raison qui doit pousser le policier en toutes circonstances, compte tenu de la nature même de sa formation et de sa mission, doit intrinsèquement quand même prendre en charge cette question et se comporter comme il se doit tous les jours, conformément aux règles de déontologie. Mais c'est une question qu'il faut intégrer. Mais ça ne doit pas être la véritable justification qui devait nous permettre de redresser nos comportements. Nos comportements doivent être dressés de par notre déontologie, de par les règles déontologiques policières, nos règles éthiques. On a ce qu'on appelle la fonction publique policière, où toutes les règles sont bien encadrées.
On a également entendu un autre son de cloche par rapport à cette première journée du couvre-feu. Certains citoyens sénégalais ont estimé que la police devait rester ferme et appliquer la loi dans toute sa rigueur parce qu'il y a des comportements d'incivisme et d'indiscipline. Ça aussi, vous avez entendu ce son de cloche. Et cela vous fait quoi? Naturellement, on est des Sénégalais, donc les sentiments, ressentiments, les différentes réactions remontent. Donc l'autorité est au courant, nous tous au courant. Et à notre niveau, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas l'utilisation de la violence. Malgré, même s'il y a des Sénégalais par ailleurs qui considèrent que l'utilisation de la violence physique peut amener les Sénégalais à s'arranger, entre guillemets, nous, à notre niveau, le degré d'appréciation est tel que on considère que ça ne justifie pas la violence. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a tiré certaines leçons. On s'est dit que toute violence injustifiée est bannie, même durant l'état d'urgence, même durant un couvre-feu. Aujourd'hui, en termes de bilan, vous êtes satisfait? Et la deuxième phase, c'est quoi exactement? Vous êtes satisfait déjà? On est largement satisfait de ce qui s'est fait pendant 12 jours. Oui. On a eu à avoir quelques interpellations. Mais là aussi, il faut que les Sénégalais aussi, qu'on leur fasse savoir la stratégie qui a été menée par la police. On a fait preuve vraiment de beaucoup de pédagogie aussi, de persuasion. Et on aurait pu, après avoir arrêté les individus durant le couvre-feu, déclencher une procédure judiciaire et les envoyer au tribunal. Ils encourent jusqu'à 3 ans de prison et jusqu'à 500 000 francs d'amende. Mais pour des raisons pédagogiques, pour montrer encore le caractère humaniste et humanitaire de la police et même de la justice, on a généralement fait des mises en demeure aux citoyens. On a parlé aux citoyens, on leur a dit que la prochaine fois, ne faites pas ceci. Ils ne feront pas l'objet de poursuites pour cette fois-ci. Généralement, les gens n'ont pas fait l'objet de poursuites. On les a entendus sur le procès verbal, on leur a fait savoir les sanctions qu'ils encouraient et on leur a vraiment demandé d'adhérer à cette mesure parce qu'elle a été faite dans leur intérêt exclusif. Et finalement, la plupart ont été remis en liberté. Même les véhicules qui circulent durant l'état d'urgence, c'est des véhicules qui doivent faire l'objet d'une procédure à part. Parce que si on défère l'individu et que le véhicule est immobilisé au niveau du commissariat à la disposition de la justice, le véhicule subit également le même sort pénal. Donc l'individu peut faire l'objet peut-être d'une sanction ou d'une amende forte. Et les amendes peuvent aller jusqu'à un montant assez élevé. Même là aussi, le parquet, comme les officiers de police judiciaire, ont fait preuve quand même de beaucoup de compréhension pour quand même amener les Sénégalais à adhérer sans quand même qu'on utilise quand même la répression à tout bout de champ. Oui. Durée légale du décret du président de la République, 12 jours. Aujourd'hui, vous avez reçu notification de la prolongation de cette période d'exception? On est dans l'attente, je crois qu'on est dans l'attente de... Oui, c'est presque bouclé à partir de lundi, non? C'est bouclé, mais je crois que d'un moment à l'autre, tout le monde sera clarifié par rapport à la suite des événements. Le jury du dimanche a le plaisir de recevoir le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, Abdoul Wahab Sall. Il est le directeur de la sécurité publique. Il y a que cette situation, elle est particulière. On a connu des couvre-feux, des états d'urgence, mais dans d'autres situations, souvent liées à la politique ou d'autres enjeux. Mais cette fois-ci, l'enjeu, il est sanitaire. Comment vos agents sur le terrain sont protégés pour ne pas aussi choper le virus? Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Bon, vous avez parfaitement raison, mais à ce niveau aussi, je crois que nos agents, c'est des citoyens également à part entière. Les mêmes consignes qui ont été données par monsieur le ministre de la Santé, ces consignes aussi sont respectées au sein de la police nationale.
Il vous arrive d'arrêter des gens qui ont Oui, c'est pourquoi des cas suspects, j'allais en justement, venir. qui séjournent dans des commissariats et Oui, j'allais en venir. Bon, qui vous exposent aussi. oui, bon, c'est vrai que la nature de notre mission, la nature de nos infrastructures, les commissariats de police, c'est des établissements qui reçoivent du public. Et la première mesure d'ailleurs qui a été prise par M. le ministre de l'Intérieur, M. le directeur général de la police nationale, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de rassemblements possible dans les commissariats de police. Conséquence, les dépôts de carte nationale d'identité ont été suspendus. Les dépôts de passeports ont été suspendus. Et ce sont les deux types de dépôts qui rassemblent le plus de personnes dans un commissariat de police. Les légalisations également, il y a un service minimum. Donc on a essayé de distinguer les services essentiels comme des services non essentiels. C'est comme dans le système des Nations Unies. Quand vous avez une crise majeure, le personnel non essentiel, on le met en check-out. On leur demande d'aller dans un pays tiers ou bien d'aller dans le pays d'origine en attendant que la situation s'améliore. Le personnel dit essentiel, dont on ne peut pas se passer, ce personnel reste ici mais sous réserve de prise de mesures sécuritaires supplémentaires. Il y a des policiers qui sont restés chez eux. Non. Non, ça n'existe parce pas que chez quand nous. même il y a le défi sécuritaire. Non, ça ne peut pas exister chez Ils nous. ont été redéployés. Ils ont été, il y en a missions. Qui sont sous forme de réserve. Oui. Parce qu'aujourd'hui, depuis en tout cas que l'état d'urgence est décrété par M. le Président de la République, il y a que toute la police nationale est mobilisée. On a mis en place ce qu'on appelle un plan de mobilisation de la police nationale. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde donc est consigné. Ça veut dire que tout le monde doit être prêt à l'emploi. Maintenant, dans une situation de guerre. Il y a des gens qui sont effectivement employés sur le terrain. Mais il y a d'autres qui sont en situation d'attente. Donc prêts à être déployés à tout moment. Donc on est dans ce contexte et tout le monde est mobilisé, tout le monde doit être prêt à être là à tout moment. Mais dans le cadre de l'exercice quotidien de nos fonctions, notamment dans les commissariats de police, on fait en sorte d'éviter les rassemblements. Et pour les gens qui sont déjà sur le terrain, il y a des mesures de précaution qui sont prises, conformément les gestes. Et on essaie de les briefer sur la nécessité d'observer la distanciation sociale. Par exemple, quand un agent de police contrôle un camion, on ne cesse de lui prodiguer quand même des conseils par rapport à ça, pour quand même qu'une certaine distance soit observée entre lui et le conducteur de ce véhicule-là. Vous parlez de véhicules, d'où la question relative au transport interurbain, avant même de parler de la fermeture des frontières, qui est un sujet extrêmement important aussi. Mais le transport interurbain devient aussi un enjeu. Il faut éviter qu'il y ait des déplacements entre localités, entre régions. Comment vous vous y prenez sur cette question très sensible? C'est vrai que de plus en plus, ça fait débat. Le transport interurbain, il est interdit, sauf pour les camions de marchandises. Et même pour les camions de marchandises, il y a un certain nombre de précautions qu'il faut prendre, au vu des mesures qui sont prises par le ministère des Transports terrestres. Il ne faut pas mettre trop de personnes aussi dans le camion. Il faut mettre les masques, il faut mettre les gants. C'est comme les véhicules Tata et autres, il y a une limitation de personnes, de sièges. Il y a également le port de gants, le port de masques, etc. etc. Hormis donc la circulation des véhicules de marchandises, pour les véhicules de personnes, le transport interurbain, c'est interdit. Les seules possibilités qui sont offertes, c'est les véhicules particuliers, mais à condition que ces véhicules particuliers puissent bénéficier d'une autorisation spéciale du gouverneur ou du préfet. Maintenant, s'il y a des personnes véreuses qui essaient de contourner la législation, etc., il y a des mesures. On a parlé d'un cas on a des exemples dans une gouvernance. On a des cas où on a de pris, fraude. On en a parlé à Thiès, un cas, l'enquête est en cours. Il y a également des localités où des véhicules ont été immobilisés parce que
leurs conducteurs tentaient de contourner la réglementation. Je peux donner l'exemple de Mbour, l'exemple de Kaffrine, etc., etc. Les routes sablonneuses, les pistes sablonneuses parfois sont empruntées par certains chauffeurs véreux. Bon, ils tentent de les emprunter pour contourner vraiment la législation. Notre dispositif opérationnel est en place, le dispositif des autres forces de défense et sécurité est en place. On a un système huilé d'échange d'informations avec les responsables des garages et les transporteurs. Mais les gens qui tentent de violer, en tout cas, cette réglementation qui est mise en place dans le cadre de l'état d'urgence, on est en train de surveiller. Il y a des véhicules immobilisés. Il y a un suivi régulier qui est fait quotidiennement sur cette question-là pour éviter quand même que ça soit violé et éviter la propagation du virus. Vous veillez donc au grain, éviter la propagation du virus, veillez à ce que vos agents ne soient pas contaminés. Est-ce qu'il y a des cas de policiers contaminés? Non. Oui. Non. Affirmatif, comme vous le dites dans votre langage. Affirmatif. On n'a pas de cas contaminés. Et on fait tout vraiment pour les sensibiliser, pour leur parler quotidiennement, les briefer. Et il y a même un travail qui est fait au sein de la police nationale, travail de communication intense. On a un service de communication j'ai amené avec moi les flyers, oui, que je devrais même pouvoir montrer ici. Oui, on peut y aller. Les flyers. Pour une fois, oui. Oui, pour une fois. Donc ça a été établi. Avec la complicité de notre caméraman. Par le service de communication de la police nationale à l'endroit des forces de défense et des policiers. En plus de ça, il y a un autre travail qui est fait. On a instruit les différents commissariats, les différents services déconcentrés, et même ici à Dakar, on a instruit ces services de se rapprocher des districts sanitaires locaux pour des séances de sensibilisation. Il y a des commissariats qui ont déjà bénéficié de ces séances de la part de médecins. Alors. Et ensuite, on a un médecin-chef de la police nationale qui est fortement impliqué également dans la lutte contre le Covid-19, dans le cadre de la sensibilisation, et qui fait un travail assez intéressant aux côtés donc du service de communication sous la supervision du DGPN pour vraiment mieux encadrer ce phénomène. Et peut-être même que pour des cas peut-être suspects, se soumettre au dépistage. Oui. Comme tout le monde. Oui. S'il y a un cas, nous, comme on l'a dit tout à l'heure, on est vulnérable compte tenu de... Absolument, parce qu'on l'a vu, les forces de défense et de sécurité, les médecins, c'est également des personnes vulnérables. Oui. Donc on est vulnérable parce que de par la nature même de nos fonctions. Absolument. Quand quelqu'un vient déposer une plainte, si c'est un cas suspect ou un cas qui est déjà atteint et qui vient déposer plainte, nous on ne peut pas savoir qui est qui. Donc compte tenu donc, des obligations qui pèsent sur nous, on est obligé de prendre en compte la préoccupation de cet individu qui est en détresse pour quand même pouvoir traiter ses problèmes, si c'est une plainte, une légalisation, un autre papier administratif. On est tenu de le faire, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient exceptionnelles ou ordinaires. Et donc, par rapport à ça, le risque est zéro, le risque est toujours là. Et par rapport à ça, on prend donc nos dispositions, comme je viens de le soulever tout à l'heure. Très bien. Le jury du dimanche, iRadio ITV avec le commissaire Abdoul Wahab Sall, directeur de la sécurité publique. Votre connaissance de la société sénégalaise, mais aussi du terrain, des renseignements que vous avez, de la collaboration que vous avez avec les autres forces de défense et de sécurité, est-ce qu'un confinement général au Sénégal pourrait être possible et utile pour faire face à cette pandémie? J'aurais préféré ne pas me prononcer sur le confinement, qui est une décision plutôt politique. Oui. Le policier se garde toujours de se prononcer sur des décisions politiques. Mais votre avis sur le confinement général? Oui. Bon, le confinement, je ne sais pas trop ce que ça donne. Je sais qu'il y a d'autres pays qui essaient tant bien que mal de l'appliquer. Avec quand même des pays quand même qui ont de grands moyens. Des moyens colossaux qui essaient de l'appliquer tant bien que mal. Je crois que vous connaissez mieux que moi ces pays-là. Oui, tout à fait. Ici, un pays du tiers-monde, je ne sais pas ce que ça donnerait, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu un pays du tiers-monde l'appliquer, je n'ai pas connaissance. En tout cas pour l'Afrique. On a le Soudan qui est touché,
On a le Burkina qui est touché, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud. Je crois savoir qu'aucun de ces pays ne l'a encore appliqué. Donc, ça nous aurait peut-être aidé à avoir un cas de ce qu'on appelle d'échange de bonnes pratiques. Parce que peut-être nous, on peut se comparer à un pays du tiers-monde qui l'aurait déjà appliqué. Ça nous aurait permis peut-être de tirer les leçons et d'en savoir plus. Mais à ma connaissance, aucun pays du tiers-monde, encore moins qu'un pays africain, ne l'a encore appliqué. En Tunisie, c'est quand même quelque chose qu'il faut étudier et qu'il faut laisser à la... C'est le confinement général, le Maroc. Ils ont appliqué ça. Bon, je ne sais pas s'ils l'ont appliqué, mais les vrais pays du tiers-monde, surtout au sud du Sahara, je n'ai pas encore d'expérience. Mais je crois que dans le domaine de je ne suis pas un spécialiste de la médecine, dans des domaines vraiment techniques, l'échange d'expérience et de bonnes pratiques, c'est quelque chose d'important, voir ce que les autres ont fait comme expérience, qu'est-ce que ça donne comme résultat, quels sont les atouts, quels sont les points négatifs. Et ça permet toujours c'est un instrument d'aide à la décision. Mais toujours est-il que c'est une décision qui relève de la compétence exclusive de l'autorité politique qui apprécie en fonction des circonstances, en relation avec le ministère de la Santé, suivant des avis du Comité national de gestion des épidémies, qui apprécie l'autorité politique, qui apprécie donc les mesures à prendre. Commissaire, venons-en maintenant au sujet de la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes. Vous venez de la police des frontières, avant d'être directeur de la sécurité publique. Quel est le niveau d'implication de la police nationale? Élevé? C'est extrêmement important. Le rôle de la police nationale est extrêmement important par rapport à la gestion des frontières. D'abord, la police nationale, c'est elle qui a l'immigration, c'est-à-dire les flux d'entrée et sortie. Le premier élément qui est en contact avec un étranger, c'est le policier. Et vous verrez au Sénégal, dans des zones insoupçonnées, où vous trouvez le policier, vous ne trouvez pas un autre policier. Donc la police aux frontières est le premier maillon qui est en contact avec l'étranger, en tout cas avec le passager. Ça, c'est extrêmement important. Donc on a du point de vue de la gestion des statistiques, de la gestion des flux et de la sécurité des frontières, donc c'est le premier rempart. Donc ça, c'est extrêmement important. Du point de vue de la surveillance des frontières, la police nationale joue également un rôle important, mais conjointement avec les autres forces de défense et de sécurité. Parce que l'armée et la gendarmerie ont également un rôle de surveillance. Parce que nous, dans notre jargon, quand on parle de surveillance, on est dans le rôle de patrouille, de renseignement, pour voir entre peut-être deux points officiels. Parce que la police aux frontières, l'immigration, c'est au niveau des points officiels. Par exemple, vous avez Karang, Rosso, l'aéroport, le port, c'est des points officiels de contrôle. Maintenant, entre points officiels, il y a ce qu'on appelle les intervalles. Les intervalles, c'est les points non officiels. Et entre les deux intervalles, toutes les forces de défense et de sécurité, eaux et forêts, parcs nationaux, police, gendarmerie, armée, donc toutes ces forces sont compétentes pour également faire des patrouilles et chacun, dans le domaine qui le concerne, joue son rôle. On est dans la surveillance des frontières. Donc la police nationale est dans la gestion de l'immigration, mais également dans la surveillance des frontières. Maintenant, quand on parle de fermeture des frontières, la police continue également de jouer son rôle, notamment dans la recherche du renseignement par rapport à des individus qui seraient tentés de traverser illégalement la frontière. Oui, mais on sait quand même, pour parler de cette pandémie, elle est entrée au Sénégal par l'extérieur. Oui, cas importé. On ne peut pas imputer ça. Un autre, même si c'est un compatriote qui venait aussi d'un pays étranger. Oui. On ne peut pas imputer ça à la police des frontières. Parce que vous savez... Mais vous entendez quand même souvent une critique qui revient. Vous semblez dire que le Sénégal est bien protégé, mais la critique qui revient souvent, c'est de dire que nos frontières sont poreuses. Oui, moi je crois que je me rappelle quand j'étais directeur de la police des frontières, j'avais l'habitude de dire, j'ai l'impression que le vocabulaire commun à toutes les polices frontières du monde, c'est le caractère poreux des frontières. Je crois que toutes les frontières du monde sont poreuses. Vous avez l'exemple des États-Unis où le président avait voulu mettre un mur. Pourquoi il a voulu mettre un mur? Parce qu'il y avait des échappés. Il y avait des Mexicains qui, de l'autre côté de la frontière, tentaient
de rejoindre illégalement les États-Unis. Cette frontière, c'est pas loin de la porosité aussi. Une frontière ne peut pas être hermétique à 100%. Une frontière hermétique à 100%, je crois que ça n'existe pas. Maintenant, le dispositif qu'on Mais dans l'échelle de 1 à 100, j'aime bien cette formule-là. Vous diriez quoi pour le cas du Sénégal? Pour le cas du Sénégal, je dirais que des efforts substantiels ont été faits. D'abord en matière d'équipement. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des unités fluviales qui patrouillent le long de la frontière, que ce soit pour la police ou la gendarmerie. Vous avez aujourd'hui des brigades. Malheureusement, les frontières, c'est tellement loin que les gens ne se rendent pas compte de l'action qui est faite par la police des frontières. Mais il y a une action quotidienne de patrouille au niveau des frontières. Mais est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne? Moi, je dirais que je dirais qu'on fait un excellent travail. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand même, que le Sénégal n'est pas atteint par quand même une menace terroriste. Il faut quand même le saluer. La perspicacité de la police aux frontières, des services de renseignement, parce que la protection des frontières, c'est pas seulement quelque chose d'opérationnel, c'est pas des patrouilles seulement, mais il y a aussi le renseignement. Si vous maîtrisez le renseignement à la frontière, vous faites des patrouilles, vous modernisez vos équipements. Et aujourd'hui, le Sénégal a modernisé beaucoup de ses postes. Vous allez à Karang, vous avez le même dispositif qu'à l'aéroport. Vous allez à Rosso, vous avez le même dispositif à l'aéroport par rapport à la surveillance des entrées et des sorties. Donc il y a des efforts, sans compter maintenant le renforcement des capacités humaines. Beaucoup d'efforts ont été faits dans ce domaine, notamment avec l'aide des partenaires étrangers. Dans le cadre du partenariat avec l'Union européenne, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le Fonds fiduciaire d'urgence. Beaucoup d'investissements ont été faits, le Garci, le Blue Sahel, le projet Sensec actuellement en cours avec 10 millions d'euros et d'autres projets avec l'Union européenne. Ces projets, c'est pour renforcer les équipements, moderniser les systèmes de contrôle, renforcer les brigades fluviales, etc., renforcer les ressources humaines. Etc., etc. Donc, beaucoup d'efforts sont faits. Si vous faites aujourd'hui, si votre structure s'aventurait à faire un tour au niveau de certains postes frontières, vous allez voir, comparé à il y a de cela 10 ans, 15 ans, qu'en matière d'infrastructure et d'équipement, beaucoup d'efforts ont été faits. Et aujourd'hui, c'est ce qui a permis, en synergie avec les autres forces de défense et de sécurité, avec les services de renseignement, qui sont de plus en plus coordonnés, d'épargner jusque-là le Sénégal de certains fléaux. Question de Ibrahim Bousso, toujours sur Facebook. Les frontières sont fermées et les Sénégalais de l'extérieur trouvent des moyens pour contourner le barrage et entrer dans le pays ou rentrer au pays. C'est son constat. Que pensez-vous alors de cette situation? Il enchaîne, on parle de couvre-feu. Est-ce que vous disposez d'assez d'éléments pour quadriller le pays, car on a noté des bandits déguisés en policiers pour faire la loi au premier jour du couvre-feu. Mais la question d'abord sur les Sénégalais de l'extérieur et la fermeture des frontières. Les Sénégalais de l'extérieur, c'est vrai qu'on a entendu parler de Vélingara. Ouais. Bon, c'est le seul cas qui a été à notre connaissance et ça a été géré par les services de sécurité en relation avec les services sanitaires. Et tout à l'heure, lors de votre précédente question, à parler de cette question. Il n'y a pas une protection à 100% d'une frontière, notamment les frontières terrestres. Les frontières terrestres sont extrêmement difficiles à surveiller. Et les pays... Dans une sous-région aussi, ouais, CEDEAO, il faut le dire, avec la libre circulation des personnes et des biens. Oui. Et comment vous le conciliez avec l'impératif de sécurité lié à la pandémie? C'est la grande question. Oui. Au-delà même de la pandémie. La conciliation impératif sécuritaire, libre circulation des personnes et des biens, c'est une problématique qui se pose dans tous les espaces communautaires. Vous allez aujourd'hui dans l'espace Schengen, vous allez dans les autres espaces, c'est pratiquement le même problème qui se pose. Il faut un équilibre. Mais comment assurer l'équilibre? Je crois que c'est en fonction des circonstances. Le principe de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO n'a pas empêché le Sénégal, dans un contexte par exemple de menace sécuritaire, de prendre des mesures supplémentaires de sécurité. Je vous parlais tout à l'heure de la modernisation du système de contrôle. Aujourd'hui, quelle que soit votre nationalité, même si vous êtes d'une nationalité de la CEDEAO, Burkina ou Mali, etc., normalement,
vous devez être répertorié à l'entrée. Vous êtes répertorié. Et si vous figurez dans des listes de surveillance, c'est-à-dire si vous êtes recherché dans le cadre de l'Interpol ou dans le cadre de sanctions, résolution des Nations Unies, gel des avoirs, interdiction de voyager, vous êtes tout de suite bloqué à la frontière, quelle que soit votre nationalité. Donc il y a aujourd'hui une obligation de répertorier tous les voyageurs et de voir s'il n'y a pas un seul voyageur qui risquerait peut-être de menacer la stabilité ou la sécurité du pays, quelle que soit votre nationalité. Donc c'est comme ça, avec le système de renseignement, parce qu'il y a un échange de renseignements, il y a un dispositif communautaire de renseignement à travers l'UEMOA, à travers la CEDEAO. Il y a des structures, par exemple, il y a ce qu'on appelle les chefs de police. Il y a les chefs de police qui, au niveau de la sous-région, se réunissent pour mieux échanger les renseignements. Les chefs de service de renseignement, les chefs de service d'immigration. Tous ces dispositifs, s'ils sont vraiment bien mis en œuvre, doivent permettre quand même, quelle que soit la nationalité par ailleurs de l'individu qui entre dans l'un ou l'autre des États, de pouvoir quand même maîtriser les flux migratoires, de pouvoir quand même bloquer éventuellement des gens qui seraient tentés. Surtout que maintenant, le terrorisme n'a plus de nationalité. À l'époque, quand le terrorisme sévissait plutôt dans les pays asiatiques et autres, donc au-delà de notre continent, à l'époque, c'était pas le même type de surveillance. Mais aujourd'hui, on a des terroristes de nationalité africaine, entre guillemets africaine. Donc, ils sont des Africains, Boko Haram. Donc, ça peut être des individus qui nous viennent de la sous-région. Donc, compte tenu de tout ça, on est obligé de mettre en place un dispositif qui, bien que tenant compte des principes de libre circulation, doit quand même tenir compte des impératifs de sécurité. Et personne ne pourra quand même s'opposer à ce qu'il puisse quand même faire l'objet d'une surveillance à la frontière. Des bandits déguisés en policiers, c'est le constat d'Ibrahima Bousso. Vous avez connu des exemples de ce genre? Ça, je ne suis pas au courant de bandits. Des cas d'usurpation de fonction, ça existe. Moi, je crois que les cas d'usurpation de fonction, ça a toujours existé. Couvre-feu ou pas. Tous les jours, Mais en période de couvre-feu, ça peut être encore plus grave. Oui, mais l'essentiel, c'est que, vous savez, l'objectif d'un service de police, au-delà de la prévention, c'est surtout de d'élucider les faits, d'élucider les infractions. Les cas, en tout cas, qui ont été soulevés, ont été élucidés. Donc, on a cité le cas de Ziguinchor, on a cité le cas d'une autre région, mais ces cas ont été tout de suite élucidés et les individus qui s'adonnaient à ces pratiques-là ont été tous mis hors d'état de nuire. Oui, on voit que la pratique du faux, elle est courante quand même. On l'a vu aussi pendant cette période, ce fameux faux médecin du nom d'Amadou Samba, qui a été pris finalement. La police a aidé à son arrestation? C'est la police elle-même qui l'a arrêté. Oui. C'est la police elle-même qui l'a arrêté, donc sur la base d'informations. Et sur la base d'informations, vous avez suivi les faits, l'enquête, des prélèvements, etc. Sur cette base-là, la police a procédé aux arrestations de toutes les personnes qui sont en tout cas présumées être impliquées dans ce phénomène-là de faux. Il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour exercice illégal de la médecine. Oui. Vous l'avez filé pendant longtemps pour arriver à ce résultat? Non, c'est juste sur la base d'une information ponctuelle. Et là aussi, je voudrais féliciter la structure urbaine, le commissariat central, pour la spontanéité, la rapidité avec laquelle, en tout cas la rapidité avec laquelle ils ont eu à le prendre. Parce que plus ça a duré, plus ça pouvait avoir des conséquences néfastes sur la santé. Je trouve que ça a duré. Le monsieur faisait son boulot, entre guillemets, tranquillement pendant une bonne période quand même. Ça a duré, mais peut-être... Où était la police? La police, elle était là, elle est toujours là. Mais la police, vous savez, aussi travaille sur la base d'un certain nombre de renseignements. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur la base d'un renseignement qu'on est parti arrêter le faux médecin. Donc là aussi, il faut quand même lancer un appel aux populations pour que
les réflexes sécuritaires soient une réalité au Sénégal. C'est extrêmement important dans un contexte de pandémie, dans un contexte même de menaces terroristes. Il faut que ces réflexes-là naissent, se développent au Sénégal pour que ce genre de comportement puisse être annihilé. Le terrorisme, vous en parlez beaucoup. Quel est le point de la situation aujourd'hui? On sait quand même que nous sommes dans une sous-région qui est affectée par le terrorisme. Au Mali, c'est même une personnalité politique de premier plan qui a été Premier ministre, ancien candidat à l'élection présidentielle, Soumaïla Cissé, qui est aujourd'hui kidnappé, pris en otage. Quel est le point aujourd'hui de la situation? Elle est maîtrisée au Sénégal. Elle est maîtrisée pour plusieurs raisons. D'abord, du point de vue de la prévention, il y a un bon système de renseignement, donc personne ne peut contester l'efficacité des systèmes de renseignement. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a au Sénégal, c'est que le renseignement est coordonné et harmonisé autour, suite à une réforme qui a été faite au Sénégal, surtout sur l'initiative du Monsieur le Président de la République. Il y a une harmonisation des systèmes de renseignement. Et deuxièmement, on est parvenu à avoir un dispositif opérationnel mieux coordonné à travers ce que le SICO. Aujourd'hui, toutes les forces se retrouvent autour du SICO, les aspects sanitaires, les aspects d'assistance, les aspects liés à la sécurité, tout se retrouve autour d'une même structure. Et l'avantage, c'est que le SICO est décentralisé. Vous avez des structures au niveau régional. Donc tout ça participe quand même d'une volonté de l'État de lutter plus efficacement contre ce phénomène. Au-delà donc des aspects renseignement, des aspects coordination opérationnelle, il y a aussi le renforcement des dispositifs judiciaires. Le dispositif judiciaire aujourd'hui est renforcé. Les délais de garde à vue que vous avez, garde à vue que vous avez pour les infractions classiques, vous ne les avez pas pour le terrorisme. Pour le terrorisme, les délais sont plus corsés. Donc du point de vue judiciaire, vous avez également, du point de vue du renforcement des capacités opérationnelles humaines, de plus en plus magistrats, officiers de police judiciaire, en général agents d'application de loi sont formés, leurs capacités sont renforcées pour mieux prendre en charge cette question spécifique de lutte contre le terrorisme. Tout un dispositif opérationnel, préventif et même stratégique, donc pour venir à bout de ce phénomène, pour mieux prévenir ce phénomène, avec un système de protection des frontières qui est de plus en plus renforcé. Oui. Tout à l'heure, je vous parlais de toutes les dispositions qui sont prises par l'État pour que le Sénégal puisse se doter de frontières de plus en plus viables, tant au niveau des frontières maritimes, aériennes, il y a un important programme, par exemple, au niveau des frontières aériennes. Au-delà de l'aéroport Blaise Diagne, vous avez l'aéroport Cap Skirring qui est aujourd'hui moderne à travers son système de contrôle. Et les aéroports secondaires, il y a un programme de modernisation des aéroports secondaires. 5 aéroports secondaires ont été choisis par l'État du Sénégal en vue de leur modernisation. L'objectif étant de faire du Sénégal un hub aérien. Mais au-delà même de cet objectif de faire du Sénégal un hub aérien, c'est surtout l'objectif de modernisation de nos systèmes de surveillance des frontières, cet objectif qui va compléter le système de renseignement et les dispositifs de coordination opérationnelle qui existent déjà. Je crois que tout cela va mieux préparer, surtout avec l'implication aussi des populations. Il faut un important programme d'implication des populations. Tout ce dispositif harmonisé, je crois aujourd'hui, sera à même de nous épargner de ce fléau. Citoyens, dormez tranquilles, la police veille, semble dire le directeur de la sécurité publique Abdoul Wahab Sall, mais c'est vrai, la pandémie du Covid-19 a occupé la plus grande partie de cette émission. Un mot quand même sur la criminalité au Sénégal. Il y a un sentiment d'insécurité qui habite les citoyens quand on voit ces meurtres dans des circonstances parfois atroces. Fatou Binta Camara, il y a un an à Tambacounda, a ému l'opinion, comme d'autres aussi, d'autres meurtres, il faut le dire, à Thiès, à Dakar et presque un peu partout. Quand le citoyen a ce sentiment d'insécurité, vous, directeur de la sécurité publique, vous dites oui, au regard des statistiques, il y a de quoi avoir peur?
Là, je commencerai d'abord par le traitement de l'information. Également la perception de l'opinion. Vous avez bien raison de parler de sentiment d'insécurité. Et parfois, quand je regarde les statistiques ou quand je regarde le traitement médiatique de certains délits ou de certains crimes, la question que je me pose, c'est que quels sont les indicateurs sur lesquels les gens se basent pour parler d'insécurité. Si vous vous retrouvez devant un cambriolage ou un braquage, vous le traitez le matin, ça fait la une du journal, peut-être même ça fait le tour des revues de presse. Vous restez 2 jours, 3 jours, 4e jour encore, vous avez le même phénomène, vous avez le même traitement. Une semaine après, on dira l'insécurité au Sénégal. Moi, la question que je me pose, c'est quand les gens traitent des questions de sécurité, parfois, ce n'est pas des spécialistes qui le font, quels sont les indicateurs sur lesquels... Il y a quand même des cas de meurtre qui sont là. Est-ce que les indications, c'est simplement le fait que ça émeuve l'opinion? Est-ce que c'est ça l'indication? Je me pose des questions. Moi, je crois qu'à ce niveau, il y a un travail à faire. Et là, vous dites quoi pour rassurer? Et je suis d'accord avec vous qu'il y a eu des cas de meurtre. Mais si vous regardez, je vous donne l'exemple de janvier et février. Oui. Janvier et février, la plupart des meurtres, j'ai recensé 11 en janvier et 6 en février. La plupart, c'est des meurtres soit de nature domestique, soit de nature passionnelle. Le meurtre, par exemple, de Guinaouraï, c'était un meurtre passionnel. Les autres, c'est d'une bagarre qui se termine par mort. Au regard des statistiques, vous voulez dire qu'il n'y a pas d'augmentation de la criminalité au Sénégal? Il y a une maîtrise de la délinquance et de la criminalité, surtout, notamment dans les agglomérations urbaines. Et tous ces cas, je viens de décrire leur nature. Et la particularité du travail de la police nationale, c'est que tous ces cas ont été élucidés. Très bien. Pour le mois de janvier, la police nationale, pour tous ces cas de meurtres que j'ai cités tout à l'heure, a élucidé au moins les 90%. Pour tous les 6 meurtres, homicides et autres, qui ont été commis durant le mois de février, la police a élucidé, donc a interpellé tous les auteurs de ces crimes-là. Très bien. Et ça, ce sont tous des crimes soit de nature généralement passionnelle ou de nature domestique. Cela n'empêche pas qu'il y ait parfois des cas de cambriolage, des cas de braquage. Même là aussi, vous avez suivi l'actualité récemment, il y a des bandes importantes qui ont été démantelées. Et ce sont des bandes qui étaient écumées, les bijouteries, les boutiques d'alimentation. Tous les membres de ces bandes ont été mis hors d'état de nuire et déférés au parquet. Donc il y a quand même un taux important d'élucidation qui est réalisé par la police nationale. Et il faut encore une fois saluer cette action-là. Merci. Monsieur le directeur de la sécurité publique, commissaire divisionnaire Abdoulwahab Sall, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle, qui était l'invité de ce jury du dimanche, marqué naturellement par le rôle des forces de sécurité et de défense dans la lutte contre le coronavirus. Mahmoud Ibra Kane à la présentation, réseaux sociaux Biram Pouy, Binta Alexandra Ndiaye. À la technique iRadio ITV, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye, Ibamar Sen. Pour le compte d'E-Média SN, Djeba et Pape Doudou Diallo pour la photo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.